monde. Maintenant, je donne la parole au docteur Donati, qui est l'apaiseur de beaucoup d'angoisse chez les diabétiques, parce que c'est vrai, on parle tellement de la rétinopathie diabétique et des causes de cécité. Encore là, tout à l'heure, on a dit que c'était la première cause mondiale de cécité. Effectivement, mais cette cécité est en nette régression, en tout cas dans nos pays développés avec une structure médicale importante, comme on a ici. On peut très bien faire beaucoup de choses dans la prévention des affections de la microangiopathie diabétique. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va essayer en 20 minutes de vous parler un tout petit peu, faire passer quelques messages concernant le traitement de la rétinopathie et particulièrement de la maculopathie diabétique. Et puis après, vous aurez 10 minutes pour me poser des questions pour éclaircir tout ce qui était un petit peu confus ou trop technique ou trop médical. Comme on vient de vous le dire en introduction, en fait, il faut faire très attention quand on a un diabète à son œil, parce que la rétinopathie diabétique est la première cause de malvoyance ou cécité légale dans le monde, mais également dans nos pays, chez les moins de 60 ans, bientôt 65. Il y a 5 ans, je vous disais encore 55. Dans 5 ans, ce sera probablement chez les moins de 70 ans. Alors, ah oui, attendez, j'ai un petit peu de... Il faut que je comprenne comment ça marche. Voilà. En fait, juste en 2 mots, la rétine est constituée de plus de 100 millions de cellules qui sont sensibles à la lumière, des cellules visuelles ou photorécepteurs, qui captent la lumière, la traduisent en un flux électrique qui ensuite est envoyé par les neurones jusqu'au cerveau. Vous voyez là, on vous décrit plusieurs petits éléments que vous pouvez lire. En fait, on parle toujours de microangiopathie diabétique parce que quand vous commencez à avoir des symptômes qui perturbent votre vision, il y a effectivement un problème vasculaire. Et c'est ce problème vasculaire qu'on va traiter. Et pour l'instant, entre guillemets, ça suffit. C'est-à-dire que si on arrive à gérer le problème vasculaire, le problème de la microangiopathie, on arrive à vous préserver la vue. Mais en réalité, c'est une neuropathie au niveau de l'œil comme pour tout le reste, puisque les anomalies vasculaires, elles sont secondaires à des anomalies des neurones et de la microglie qui entoure les neurones et les petits capillaires qui sont altérés. Ce qui veut dire qu'actuellement, quand on a des signes d'une rétinopathie diabétique, ça veut dire qu'il y a déjà depuis souvent longtemps, plusieurs années, des signes infracliniques, parfois même non détectables pour l'instant, même avec les meilleurs appareils qu'on a au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a des altérations au niveau cellulaire. Et pour arriver à les identifier, il faudrait avoir des outils qui nous permettent d'investiguer la rétine cellule par cellule. Ça sera peut-être possible d'ici une dizaine d'années. Il existe actuellement tout un développement qui a déjà 10 ans derrière nous, qui avance extrêmement vite, où on essaye de développer des appareils optiques qui nous permettent de voir l'intérieur de votre rétine comme si on vous mettait sur une table de dissection et qu'on sectionnait votre œil. C'est évidemment plus agréable de pouvoir le faire sans passer sur la table de dissection parce que généralement, après, ça ne marche plus. Juste en quelques mots, donc l'œil, c'est une boule. Et au fond de cet œil, vous avez la rétine, qui est un tissu composé de photorécepteurs et de cellules neuronales. La région qui est importante pour la vision des détails, celle qui vous permet de voir mon visage, elle ne fait pas plus que 1,5 mm de diamètre. Le reste de la rétine a une vision de qualité bien moindre, mais qui est très très importante. On parle de la vision périphérique ou du champ de vision, puisque c'est ce qui vous permet de voir les silhouettes, de voir les mouvements, et de ne pas vous faire écraser chaque fois que vous traversez la rue, ou en sortant quand vous allez passer sur les rails, pour ceux qui passent sur les rails. La rétinopathie diabétique et l'œdème maculaire sont une maladie provoquée par le diabète qui cliniquement se caractérise par une atteinte des petits vaisseaux sanguins, en particulier des capillaires de la rétine. Le facteur de risque principal, c'est l'hyperglycémie. C'est une affection chronique. Les autres facteurs de risque très importants associés sont l'hypertension et les troubles des lipides, et le tabagisme et l'obésité. Les 2 choses les plus importantes à contrôler quand on a un début de rétinopathie diabétique, c'est
la glycémie et l'hypertension artérielle. On distingue en principe deux formes de rétinopathie diabétique. C'est ce dont va vous parler votre ophtalmologue quand vous allez faire des contrôles. On a une rétinopathie non proliférante dans laquelle nous, on a toute une série de sous-catégories qui est ici illustrée par la photo qui est à droite, où vous avez des hémorragies, des dépôts blancs, vous voyez des petites taches blanches qui sont des dépôts de lipides, et des capillaires dilatés qui apparaissent comme des taches rouges très similaires aux hémorragies. Et puis vous avez la rétinopathie proliférante, que vous avez sur la photo de gauche en bas, où vous avez des vaisseaux anormaux qui poussent devant la rétine. Ça, c'est le stade auquel on ne veut pas arriver, puisque à ce stade-là, c'est là où vous risquez vraiment la cécité complète et pas la cécité légale, puisque quand vous avez ces vaisseaux anormaux, ils vont saigner. Une goutte de sang, ça remplit l'œil, ça vous met dans le noir. Ça, on peut faire une opération pour nettoyer tout ça. Mais malheureusement, ça va non seulement saigner, mais à partir d'un certain moment, ces vaisseaux anormaux vont se transformer en une couche fibreuse qui va décoller votre rétine. Et une fois que la rétine est décollée, elle va être, en particulier dans ces décollements tractionnels, très endommagée. Donc même si on arrive par des opérations parfois à recoller les choses et obtenir un certain résultat anatomiquement satisfaisant, en général, on a perdu l'essentiel de la fonction visuelle. Ça, la rétinopathie proliférante, c'est quelque chose qui, normalement, est relativement évité. On en voit encore de temps en temps quand il y a des soucis de suivi du diabète, mais si vous vous faites suivre régulièrement, comme on vous le recommande et comme on peut le faire dans nos pays, où il n'y a pas de problème géographique pour se faire suivre, il n'y a pas de problème de densité médicale pour se faire suivre, c'est quelque chose qu'on ne devrait plus voir au jour d'aujourd'hui. Je dis on devrait parce que depuis le début de l'année, j'en ai vu deux. Un stade proliférant, chez des gens qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on puisse arriver à ce stade-là. Par contre, l'œdème maculaire, qui est la répercussion de la maladie des petits vaisseaux dans la région centrale, sur le 1,5 mm dont je vous ai parlé avant, est la première cause de malvoyance et de cécité. Là, vous avez une petite image en couleur, et puis vous avez à côté des images qu'on appelle des OCT. Ça, c'est réalisé avec des appareils qui ressemblent à des ultrasons, qui nous permettent de prendre des tranches de section de votre rétine, de nouveau sans être invasif, sans endommager la rétine. Et on voit ici une bulle toute bête, mais qui est juste dans le millimètre central. Et cette bulle d'eau, qui est due au fait qu'il y a du liquide qui sort depuis les capillaires altérés par le diabète, cette bulle d'eau, elle va petit à petit détruire la rétine. Une fois que la rétine est détruite, l'acuité visuelle s'effondre et vous vous retrouvez qu'avec une vision périphérique. Quels sont les symptômes de la rétinopathie diabétique? Qu'est-ce qui doit vous alerter et vous amener chez l'ophtalmologue? Alors, vous pouvez avoir une vision qui fluctue, qui n'est pas stable dans la journée ou qui se modifie au fil des jours. Parfois, c'est difficile à apprécier. Des corps flottants, qu'on appelle myodésopsie, nous. Vous voyez ici représentés par ces petites lignes, ces petits points. Parfois, les gens parlent de mouches dans le vitré, qui peuvent être le signe d'une hémorragie. Des ombres dans le champ de vision, qui peuvent également être le signe d'une hémorragie, ou parfois, quand il y a vraiment tout un secteur du champ de vision qui paraît s'obscurcir progressivement, qui sont le signe d'un décollement, dans le cadre d'une rétinopathie proliférante. Et puis, une vision simplement qui s'abaisse, qui est floue, ou une vision déformée, c'est-à-dire que vous voyez les lignes droites tordues, en verticale, en horizontale, dans les deux cas. Ça, c'est typique d'une atteinte de la macula, donc chez le diabétique, d'un œdème maculaire. Des dédoublements de la vue, qui eux, avec vraiment, vous voyez deux objets, qui eux sont plus souvent retrouvés quand vous avez une atteinte d'un des muscles oculomoteurs, et des problèmes de douleur aux yeux qui sont fréquents, puisque la sécheresse oculaire est extrêmement fréquente chez le diabétique. Elle est très répandue chez nous à cause du vieillissement, de la pollution atmosphérique, de l'augmentation des allergies, et puis de la cuvette lémanique. Et chez le diabétique, du fait qu'il a en plus une tendance à la sécheresse oculaire, parce qu'il y a des altérations dans la qualité des larmes qui sont dues à cette hyperglycémie. Quelques images là pour vous illustrer. Sur la photo du haut, une vision normale et une vision floue. Des troubles de la vision des couleurs avec des altérations de la couleur, ce sont celles du milieu. Des petits trous
dans votre champ de vision, qui altère l'image de ce chien. Et puis en bas, ce qu'on appelle la déformation, ce que nous on appelle les métamorphopsies. Ce n'est pas spécifique. Si vous avez ça peut être dû aussi à d'autres affections oculaires. Mais ce sont des signes que vous pouvez reconnaître qui doivent vous alerter, et en particulier si vous êtes diabétique, qui doivent vous amener à consulter. Après, le dépistage précoce, il est très important parce que très souvent, on n'a pas de symptômes. Généralement, il faut avoir un œdème pour avoir des symptômes. Mais on peut déjà avoir une rétinopathie relativement avancée, même sans avoir d'œdème. Là, vous avez une petite image qui est issue d'une brochure qui a été faite en collaboration entre l'Association suisse des diabétiques et une boîte pharmaceutique pour inciter les gens à s'autocontrôler. Vous pouvez vous autocontrôler pour dépister des signes de l'atteinte maculaire, donc les signes de la maculopathie, par ce petit test qu'on appelle une grille d'Amsler. Pour ceux qui veulent, vous pouvez lire, c'est écrit comment il faut le faire. En gros, vous le faites en vision de près et vous devez repérer si vous avez un grillage normal ou s'il y a des altérations dans le grillage. Alors, c'est actuellement la seule chose dont on dispose. La sensibilité et la spécificité du test sont très mauvais. Quand on vous fait passer un dépistage, comme peut-être vous avez entendu, ça fait des années et des années qu'il y a tout un débat concernant la mammographie. Est-ce que la mammographie de dépistage, c'est quelque chose d'utile? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être pris en charge par les assurances maladie? Et tout le débat, c'est de savoir dans quel cas on arrive par cet examen radiologique à détecter des cancers avant qu'il y ait d'autres signes cliniques ou avant que la prise en charge clinique de routine permette de le détecter. Si on applique les mêmes critères à ce test d'autocontrôle, il ne les passe pas. Ça veut dire que ce n'est pas un bon test. Mais c'est quand même le seul qu'on a. Ce que vous risquez pas grand-chose, vous risquez juste de faire quelques visites chez l'ophtalmologue inutilement. Si, en faisant ce test, vous dites « tiens, c'est bizarre, je vais aller consulter », puis on vous dit « non, il n'y a rien de changé ». Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser, mais qu'il ne faut pas s'affoler s'il y a quelque chose d'anormal. Il faut consulter, mais pas s'affoler. La chose la plus importante à retenir, c'est que si vous avez un diagnostic de diabète, vous devez aller voir un ophtalmo une fois par année. Si vous avez compris ça et que vous sortez de cette salle en étant d'accord avec ça, mon objectif est atteint. Et votre objectif, c'est-à-dire de ne pas avoir des gros soucis au niveau de votre œil à cause de votre diabète, en principe, il est déjà atteint à 50%. En réalité, pour certaines personnes qui ont un diabète bien contrôlé, il peut se passer des dizaines d'années sans qu'il y ait rien. Et parfois, c'est un peu difficile. Et si vous avez d'autres soucis ou d'autres engagements dans votre vie, vous allez peut-être à un moment donné être tenté de laisser tomber ce contrôle. Il existe au jour d'aujourd'hui, depuis 5 ans, des études qui ont été faites en Islande. Mais l'Islande, c'est une île de laquelle les gens ne peuvent pas s'échapper à la nage parce qu'il fait trop froid. Hein, ils meurent de froid, ceux qui essaient de s'échapper à la nage. Avec un système de santé public très, très contrôlé, avec quasiment la totalité de la population dans un fichier et tous les diabétiques dans un fichier. Dans un système comme ça, on arrive à être meilleur qu'une fois par année et à déterminer quel est le patient chez lequel ça va suffire de venir tous les 5 ans, tous les 3 ans, tous les 2 ans ou chaque année. On parle là de situations où vous n'avez pas de symptômes cliniques, mais il faut vous faire suivre. Donc on pourrait faire moins qu'une fois par année théoriquement. Pour l'instant, il y a un consensus dans les pays continentaux européens et en particulier dans les pays latins pour dire que c'est beaucoup trop compliqué. On n'arrive déjà pas à faire passer le message auprès des généralistes et auprès des diabétiques de venir une fois par année. Si on commence à leur dire l'année prochaine tu viens dans 2 ans, la fois d'après on lui dit tu viens dans 1 an et la fois d'après on lui dit tu viens dans 3 ans, on a l'impression que pour l'instant le message est trop brouillé et que donc on en reste pour l'instant la recommandation de vous dire allez une fois par année. Faites passer le message à toutes les autres personnes que vous connaissez qui ont un diabète, allez une fois par année. Si c'est pour rien, tant mieux. Alors, on va aller un petit peu plus en détail.
Pour les facteurs de risque du développement de la rétinopathie diabétique, donc bien entendu c'est le diabète, donc le mauvais contrôle de la glycémie, la résistance à l'insuline, les lipides trop élevés dans le sang, l'hypertension artérielle, l'atteinte rénale, l'atteinte cardiovasculaire. Alors on peut considérer que c'est des facteurs de risque puisque si vous avez une atteinte d'organes du cœur et que la pompe marche mal, ça aggrave la vascularisation de l'œil. Et puis aussi simplement du fait que quand vous commencez à avoir une atteinte rénale, quand il y a une atteinte cardiaque, très souvent il y a une atteinte oculaire. Donc même si vous avez cliniquement, il n'y a rien, même si vous ne sentez rien, c'est quand même le moment de contrôler. Le tabagisme, le manque d'activité physique, le surpoids, le sexe. Il y a un petit peu plus de rétinopathie chez les hommes que chez les femmes. Et le fait d'avoir un diabète non diagnostiqué et non traité. Alors, est-ce qu'il faut se sentir coupable de ça? Vous avez vu avant un jeune homme qui mangeait du junk food. En fait, là, je vous ai tiré un petit texte que je vous laisse lire, qui est tiré d'un livre que vous avez peut-être vu, qui est paru en 2015, « Sapiens, une brève histoire de l'humanité », et où on défend, entre autres, un tas d'autres choses, la thèse qu'on a un instinct atavique qui nous pousse à engloutir le plus possible d'alimentation sucrée, calorique, puisqu'en fait, pendant des millénaires, on a vécu dans la disette pour la plupart de l'année, et quand on avait quelque chose à se mettre sous la dent, eh ben, on profitait et on s'engouffrait. Donc, quand votre interniste vous dit que vous devriez faire plus attention, vous devez contrôler votre diabète, vous avez le droit de vous mettre en colère et de dire que je vais lui répondre, mais peut-être que encore plus utile, c'est de suivre le conseil de votre épouse qui dit oh, allez plutôt lui péter la gueule, ça vous fera faire de l'exercice. Pourquoi? Parce que la base de la prévention de l'atteinte oculaire, comme d'ailleurs de l'atteinte du diabète en général, c'est d'avoir un peu d'exercice. Et vraiment, pour les degrés de rétinopathie diabétique initiale, le fait d'arriver à faire 30 minutes de marche chaque jour, marche rapide, est suffisant pour diminuer le risque d'évolutivité de la rétinopathie. On parle des stades débutants, etc. Et il y a encore quelques années, on vous aurait dit 45 minutes, 60 minutes, mais déjà une demi-heure par jour, c'est suffisant. Alors, quelques mots sur le diagnostic et sur le traitement maintenant, si vous avez une rétinopathie diabétique. Donc le diagnostic, il va être fait par votre ophtalmologue, qui va faire un test de vue. Là, vous avez le petit tableau avec les lettres, qui va déterminer l'acuité visuelle, qui va nous donner une idée de votre fonction de la rétine centrale, de la macula. Ici, vous avez de nouveau ces images avec un œdème maculaire, qu'on voit beaucoup mieux sur ces OCT. Vous voyez des montagnes, tout ce qui est noir, là, c'est des bulles d'eau. Et puis ici, vous avez une rétinopathie diabétique proliférante, illustrée avec un examen complémentaire où on vous injecte un produit de contraste qui colore les vaisseaux. Là, vous avez les vaisseaux normaux, et là, vous avez des vaisseaux anormaux. Ici aussi des vaisseaux anormaux, et ici des vaisseaux anormaux. Ça, c'est la rétinopathie proliférante. Quand vous êtes à ce stade, il est urgentissime de faire un traitement pour éviter les saignements et le décollement de rétine qui vont vous amener vers la cécité. Quand vous êtes à ce stade, il est urgentissime de débuter un traitement de la maculopathie, donc de l'œdème maculaire, pour éviter la malvoyance, c'est-à-dire la perte de l'acuité visuelle centrale, la perte de la capacité à lire, écrire, gérer votre administration, voir le détail d'un visage. Ici, ça c'était juste pour vous illustrer, certains d'entre vous ont peut-être déjà bénéficié de ces examens. Vous avez ici également une visualisation des vaisseaux par des techniques qui sont maintenant sans colorant. On arrive à visualiser les vaisseaux de votre rétine et les anomalies, ici notamment les dilatations, des plages sombres qui sont des plages d'œdème, sans vous injecter de colorant pour ce qui est de la macula. Pour ce qui est de la périphérie, vous avez toujours besoin de l'injection de colorant. Ici, vous avez un patient avec un œil droit qui va bien et un œil gauche où vous avez des petits vaisseaux anormaux, donc c'est néovaisseaux, avec l'angiographie. Et puis, juste pour vous montrer, on a maintenant des technologies qui nous permettent de vous faire des photos du fond de l'œil, qui sont la base du dépistage simple de la rétinopathie. On n'a pas toujours besoin d'aller faire ces examens. Ces examens, on les fait quand on a une suspicion d'une progression vers la forme néovasculaire, mais la petite photo du fond d'œil. Et ça, c'est des photos qui sont réalisées
sur un patient sans dilatation. Vous savez que pour regarder votre diabète, surtout quand vous avez un cristallin qui n'est plus tout à fait clair, donc à peu près chez tout le monde à partir de 50 ans, ou si vous êtes un peu ébloui par la lumière, ça peut être compliqué pour l'ophtalmologue sans vous dilater. Donc relativement souvent, on va dans le cadre d'un examen de routine vous dilater. Et puis dans les centres qui sont un petit peu plus dédiés au diabète et aux pathologies de la rétine, on dispose maintenant de ces appareils qui nous permettent de faire la même chose sans vous dilater. Donc on vous fait une photo sans dilatation et vous pouvez repartir à votre travail immédiatement. Il y a clairement un confort au niveau du dépistage et on va dire une baisse des... Ça vous évite d'avoir pendant 3-4 heures la pupille dilatée, ce qui pour certains fait la différence entre pouvoir retourner au travail tout de suite après l'examen ou devoir perdre une demi-journée à chaque fois qu'il fait un contrôle ophtalmologique. Les traitements. Alors, le traitement conventionnel pour la rétinopathie diabétique, c'est un traitement par la photocoagulation au laser. Ici, vous avez ce genre de machine. On réalise des points multiples sur votre rétine qui vont... Et vous voyez ici le résultat. Ça, c'est tout de suite après un traitement. Tous ces points blancs qui sont... Là, on a fait une panphotocoagulation complète. Donc, on a coagulé toute la rétine périphérique. On évite toujours de coaguler la région maculaire parce qu'avec ce laser, on brûle la rétine. Donc, si je vous mets un point dans les 1,5 mm central, c'est moi qui vous rend immédiatement malvoyant, ce n'est pas la maladie. Donc, on évite évidemment de faire le traitement au centre. Par contre, le traitement en périphérie, qui va évoluer ensuite vers une cicatrice de ce type-là, ici c'est un laser très très fort, on peut faire aussi des lasers beaucoup plus doux, est tel que on va, une fois que vous aurez été photocoagulé comme ça, les néovaisseaux, 9 fois sur 10, ne vont plus pouvoir se manifester. Donc on évite, par la panphotocoagulation, l'évolution vers la rétinopathie proliférante, ou si on l'a fait au stade où il y a une proliférante débutante, qui est le stade idéal, on fait régresser ces vaisseaux anormaux, et normalement, de ce côté-là, après, vous êtes tranquille. Et 8 fois sur 10, vous êtes tranquille, même si vous n'arrivez pas à équilibrer votre diabète. Donc le traitement local va permettre de prévenir l'évolution vers la cécité à cause d'un décollement de rétine ou des hémorragies. Par contre, pour traiter l'œdème maculaire, dans le temps, on faisait des traitements par le laser. Mais au jour d'aujourd'hui, ces traitements ont été remplacés par un traitement médicamenteux. On va vous administrer un médicament qui va faire régresser l'œdème. Ce médicament, on va l'administrer dans l'œil. Ce n'est pas douloureux. C'est toujours impressionnant la première fois, mais c'est absolument pas douloureux. On endort la surface de l'œil, on passe par le blanc de l'œil avec une petite aiguille, on dépose un médicament dans la cavité de l'œil, et ce médicament va diffuser dans la rétine, constricter les vaisseaux anormaux et permettre la régression de l'œdème. Ce médicament est très efficace. Ces injections de médicaments, on va revenir après, il y a deux classes de médicaments qu'on peut utiliser, elles sont très très efficaces. Le problème, c'est que pour être très efficace, il faut un suivi. La pierre angulaire du traitement actuel de l'œdème maculaire, c'est la bonne prise en charge. La bonne prise en charge, elle dépend en partie de l'ophtalmologue, qui doit savoir comment il doit vous suivre et vous dire à quelle fréquence il faut revenir le voir, déterminer la fréquence des injections, réaliser les injections. Mais il dépend aussi de vous. Et malheureusement, c'est un traitement qui est relativement lourd, puisque, par exemple, avec une des classes médicamenteuses, les anti-VEGF, retenez pas ce terme-là, ceux qui, par contre, ont déjà bénéficié de ce traitement savent de quoi on parle. On a la possibilité, après une injection, ça c'est avant l'injection, ça c'est après l'injection. C'est un de mes patients, vous voyez. 4 semaines après, on a une disparition quasi complète de l'œdème. Et là, dans ce cas-là, ça s'était accompagné d'une amélioration de 30% de l'acuité visuelle immédiate. Le problème, c'est que l'organisme va métaboliser votre médicament relativement rapidement. Donc les injections doivent être répétées de manière assez fréquente. Quand on démarre un traitement, généralement, au jour d'aujourd'hui, on vous recommande de faire un traitement tous les mois pendant 6 mois, et ensuite on espace progressivement. Cet espacement va permettre on pourra, à un moment donné, arrêter complètement les injections. 1 fois sur 2, on pourra les arrêter après 2-3 ans. Ça va dépendre
en grande partie de l'équilibrage du diabète. C'est-à-dire si vous aviez un diabète déséquilibré au moment où on a l'œdème maculaire qui vous fait baisser la vue, qui nous fait poser l'indication au traitement, et que ce diabète va être mieux équilibré tout gentiment, il n'y a pas d'urgence, tout gentiment, après 12 mois, sur 12 mois, vous le rééquilibrez et vous le gardez équilibré, on a beaucoup plus de chances de pouvoir stopper les injections que si le diabète reste déséquilibré. Maintenant, est-ce qu'une chance sur deux de pouvoir arrêter le traitement, c'est bien, c'est pas bien? C'est l'affaire du verre à moitié plein et à moitié vide. En réalité, même quand on ne peut pas les arrêter, dans 80% des cas, avec le traitement, on peut garder votre vue et donc éviter l'évolution vers la malvoyance. Pour autant qu'on puisse faire le traitement de manière suivie. On peut utiliser aussi la cortisone en injection pour l'œdème maculaire. Actuellement, il est parfois utilisé en première intention, parfois en deuxième intention. L'intérêt d'utiliser la cortisone plutôt que les anti-VEGF, c'est que la fréquence des injections est moindre. Il y a quelques inconvénients, quelques effets secondaires locaux notamment, un petit peu plus importants qui ne nous le font pas toujours choisir en première intention. Je dirais en Suisse romande, en tout cas, pour l'instant, ça reste pour l'essentiel un médicament de deuxième ligne. Dans la rétinopathie proliférante, il y a une nouveauté dont peut-être vous n'avez pas entendu parler, mais c'est le fait qu'on nous propose maintenant d'utiliser les mêmes médicaments, puisque ces anti-VEGF notamment vont permettre également de faire régresser les vaisseaux anormaux. Là, vous avez un cas d'une patiente avec des vaisseaux anormaux ici, sur l'œil droit, rien à gauche. Je l'ai injecté avec des anti-VEGF 3 fois sur l'œil droit, c'est parfait. Mais regardez à gauche, les vaisseaux anormaux sont apparus. Et ainsi de suite. Le problème est donc que si on utilise les anti-VEGF pour traiter les vaisseaux anormaux et donc la rétinopathie proliférante, on risque de devoir les utiliser pendant très longtemps. Et ça pose un problème de coût et également un problème de risque. Donc, ce qui fait que généralement, pour l'instant, la recommandation reste de faire la panphotocoagulation. Donc, on traite avec le laser la rétinopathie proliférante. Mais je voulais juste vous évoquer ça, parce que peut-être certains d'entre vous ont vu sur Internet ou leur médecin leur en a parlé. Donc, juste savoir qu'on peut aussi vous proposer ça ou on peut considérer ça. Actuellement, le traitement par les anti-VEGF n'est pris en charge par les assurances maladie en Suisse que pour l'œdème maculaire, il ne l'est pas pour la rétinopathie proliférante. Alors, dernière diapositive, après on passe à la discussion. Dans l'ordre des traitements, il y a bien évidemment les moyens auxiliaires qui sont très importants. On dispose de toute une série de filtres qui peuvent être très utiles quand vous êtes très ébloui à cause de votre atteinte oculaire du diabète. Il y a des filtres, bien entendu, pour couper la luminosité intense à l'extérieur, mais il y a aussi des filtres pour couper l'éblouissement nocturne. Et chez certains patients, ça a permis de les remettre à la conduite nocturne. Il y a le problème de l'éclairage. Vous devez améliorer le contraste souvent quand vous avez un certain degré de maculopathie avec une certaine baisse d'acuité visuelle et vous avez toutes les possibilités de grossissement. Et avec ça, j'en ai fini et je vous rappelle juste le message du jour. Bien, on a pris un peu de retard sur les 20 minutes initiales. On va laisser ouvert quelques questions. Je pense que le micro-baladeur est par là. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Moi, ce que j'ai remarqué avec ces nouvelles thérapies, j'ai plus de patients qui ont eu des panphotocoagulations en série impressionnantes. Et je pense que c'est dû à 2 facteurs. Le premier, c'est le suivi du diabétique qui est meilleur. Et puis l'ophtalmologue qui a plus d'intervention que la phase terminale. Alors, s'il y a moins de panphotocoagulation, normalement, ça veut dire que c'est surtout le patient et l'interniste qui travaillent mieux, qui contrôlent mieux le diabète et qui font qu'on voit moins de rétinopathie proliférante. Alors,
il y a effectivement un élément qui est vrai, c'est que souvent la baisse de vue est quelque chose qui alerte le diabétique. Quand vous avez la maculopathie, que vous commencez à avoir des difficultés à lire, c'est souvent quelque chose qu'on voit qui est susceptible de ramener le diabétique dans le traitement. Ça se voit surtout chez des patients jeunes qui ont lâché leur diabète à l'adolescence, quelque chose comme ça, et qui réapparaissent dans des situations catastrophiques quelques années plus tard. Et les images que je vous ai montrées tout à l'heure sont effectivement d'une patiente de ce type-là, de 22 ans, qui reprend conscience du fait qu'elle a une maladie chronique dont elle doit s'occuper si elle veut avoir une vie normale. Et elle a repris conscience à travers la baisse de vue, puisque là, elle ne pouvait plus aller à l'école, elle ne pouvait plus suivre ses cours. Et ça l'a... En fait, bon, on lui fait ses injections pour traiter l'œdème maculaire, ça s'est réglé rapidement, mais le diabétologue a pu la reprendre en main et remettre en route un équilibrage progressif tout le long du diabète. Mais au fond, voilà, donc je crois qu'on n'y est pas pour grand-chose, si ce n'est... C'est vraiment le travail de fond du patient et de l'interniste. Je pense qu'on a une question. Oui, merci pour votre conférence. L'autre jour, j'ai été écouter une autre sur la rétinopathie et il racontait que quand on est atteint de ça, les vaisseaux sont fragilisés et qu'il y avait des sports qui étaient peu recommandés. Alors, ils ont nommé la boxe, hein, donc je ne fais pas de boxe. Mais est-ce qu'il y a d'autres sports qui sont peu... Je ne sais pas, par exemple, moi, je fais de la montagne et des fois, quand je suis en haute altitude, j'ai un sentiment étrange dans l'œil. Est-ce que ça peut l'endommager? Alors, pour dédramatiser, j'ai envie de vous dire qu'il fut un temps où on recommandait aux forts myopes et aux diabétiques avec une rétinopathie proliférante de cesser toute activité sexuelle parce que c'était trop intense. Après, un petit peu plus sérieusement, la boxe est un exemple de traumatisme. C'est-à-dire, le problème de la boxe, c'est que vous allez prendre des coups sur la tête. Et il faut éviter les chocs violents qui ébranlent la tête. C'est uniquement ça. Après, quand vous avez une proliférante, c'est une situation un peu particulière, mais normalement, une proliférante, c'est une affaire de quelques mois. On doit vous la traiter par le laser, une opération chirurgicale si ça saigne, qu'on n'arrive pas par le laser seul. Et une fois que la situation est stabilisée, vous pouvez tout reprendre. Mais effectivement, si vous avez une proliférante, il y a un risque de saignement. Alors, au niveau de l'exercice, si vous faites un pic de tension artérielle, typiquement, là, vous pouvez avoir une vasoconstriction et de temps en temps, il y a des patients qui saignent. Mais voilà, je pense que la période des interdictions est derrière nous. Je rebondis, si jamais il y a une rétinopathie proliférante chez quelqu'une ou quelqu'un qui veut faire du yoga, est-ce que le poirier est dangereux ou pas? Non. C'est très bon pour l'hypertension artérielle associée, le yoga. Bon, je crois qu'il y a encore une question. Oui? Je voulais savoir comment vous conjuguez tous ces éléments avec des circonstances qui surviennent un peu chez tout le monde, c'est-à-dire la cataracte et éventuellement une pression oculaire qui augmente un peu. Alors, le fait d'avoir un diabète augmente les risques de faire une cataracte et augmente les risques d'avoir un glaucome. On va dire que la cataracte se traite et le glaucome se traite différemment. Vous pouvez considérer que ce sont trois pathologies qu'on peut traiter séparément. Mais vous avez raison, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que le problème, c'est quand il y a un œdème maculaire. Le fait d'opérer une cataracte quand il y a un œdème maculaire ou quand il y a eu un œdème maculaire, il y a des vaisseaux fragiles, vous met beaucoup plus à risque de faire un œdème maculaire après l'intervention de cataracte. Donc ça, c'est vraiment des situations qu'on doit sous-peser. On les discute avec vous. Et c'est vraiment, je pense, des situations où aujourd'hui, on doit vraiment adhérer à ce processus de codécision pour savoir à quel moment on va vous opérer la cataracte. C'est plus au médecin de vous dire maintenant on fait ça, non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a un risque, le risque est important d'aggravation de l'œdème maculaire après, et ce risque, c'est le patient qui le prend. Donc on doit le décider ensemble, mais si l'indication est bien posée, si on est tous à l'aise avec ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pour le glaucome, la seule chose qu'on peut dire, c'est que quand il y a un glaucome et un diabète, on va peut-être essayer d'être un petit peu moins interventionnel. C'est-à-dire, si on regarde le traitement du glaucome, au jour d'aujourd'hui, un glaucome
à angle ouvert qui est le plus fréquent dans le monde occidental, primaire, donc qui n'est pas secondaire à une autre maladie, tel qu'on peut le voir en association avec le diabète, par exemple, c'est quelque chose que vous avez le droit de traiter par un traitement conservateur par des collyres ou par une chirurgie d'entrée de jeu. Il y a des études anglaises qui ont clairement montré que les résultats à long terme sont les mêmes. Sauf que quand vous avez un diabète au niveau de la rétine et qu'il y a un début de maculopathie, le risque de développer un œdème maculaire après la chirurgie est relativement important. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment en détail à votre question. Je remercie le docteur Donati, bravo, merci, c'était très clair. Et puis, ton take-home message a été bien pris et tu peux effectivement être convaincu que les gens qui sont là iront se faire contrôler ophtalmologiquement, mais je pense que les gens motivés ici le font déjà de toute façon. C'est les autres qu'il faut convaincre.